Et bonjour à tous. Bienvenue ce soir pour une nouvelle soirée lecture. On va attaquer, comme vous avez pu le voir dans le titre et sur l'image, le premier tome des Chevaliers d'Émeraude, Le Feu dans le ciel. Une série donc de Anne Robillard qui se suit après par les Chevaliers, pardon, pas les Chevaliers, les héros d'Enkidiev, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus. Je le savais il y a 2 minutes. C'est pas grave. Très 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 bonne série que j'ai adoré suivre. Hum, Et en hésitant pour choisir le livre de ce soir, je me suis rendu compte que j'avais le tome 1, le tome 3, le tome 4, le tome 5, pas le 2. Et ensuite on passait directement donc à la suite d'Enkidiev. Donc je vous propose d'attaquer. Je voulais aussi vous proposer les chroniques des temps obscurs, mais je n'ai que le tome 1. Donc il va falloir que je complète mes collections. Donc tome 1, je voulais le résumer, celui qui est à l'écran, hein. L'empereur noir, Amékaret, a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes du continent d'Enkidiev. Bientôt, la terre de Shola subit les attaques féroces des sinistres dragons et des impitoyables hommes insectes. Pourquoi les troupes d'Amékaret reviennent-elles sur le continent après des siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume glacé de Shola? Les 7 chevaliers d'émeraude, 6 hommes et une femme, sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie que lit Kira, une petite fille de 2 ans, au sort du monde. Prêt? Si l'aventure vous plaît, eh bien on va pouvoir commencer. Donc mettez-vous bien au chaud, servez-vous une petite boisson chaude, là, confortablement. Et puis c'est parti. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les illustrations. Je ne sais pas si vous pourrez voir d'ici la croix de l'ordre. Ensuite, on a l'ordre avec la liste des chevaliers. Le chevalier Welland d'Emeraude avec son écuyer Bridges, son écuyère plutôt. Chevalier Bergeau d'Emeraude avec son écuyer Buchanan. La chevalière Chloé d'Emeraude avec son écuyère Wanda. Le chevalier Dempsey d'Emeraude avec son écuyer Kevin. Le chevalier Falcon d'Emeraude avec son écuyer Wim. Le chevalier Jasson d'Emeraude avec son écuyer Nogate. Et le chevalier Santo d'Emeraude avec son écuyer Cairns. Alors, pour la carte, hein, je vais pas pouvoir faire des miracles. Je vais la rapprocher, mais ça va pas donner grand-chose. Euh, je pense que je devrais pouvoir vous la glisser. Pour les prochains tomes, ce que je ferai, c'est que je décalerai la couverture. Ah bah, du coup, ça va être de ce côté-là pour vous. Je décalerai la couverture, la première de couverture bien sur le coin, et que toute la partie, là, milieu et droite, j'y mettrai la carte. Donc, en fait, si je résume la carte, on a un grand continent. Hop, je vais me rapprocher. Voilà. Euh, Tout ça là, c'est un grand continent humain. Ici, vous avez le continent des hommes insectes. Là, vous avez un peu que j'ai. Voilà. Les continents qui sont nommés par des noms de pierres précieuses. Donc, pas les continents, pardon, les royaumes nommés par des noms de pierres précieuses. Et là, si je me souviens bien, ce sont les terres. Oui, les territoires inconnus. Qu'on découvre plus tard, si je me souviens bien, dans la seconde série. Hop, ici vous avez l'île des lézards. Ça va être difficile à voir, mais elle est juste là, là, dans le coin, le petit point. Et tout en haut à droite, c'est l'île des araignées. Voilà, histoire de vous faire une petite idée. Donc tout en haut, tout au nord des royaumes humains, il y a les royaumes de Shola, royaume des ombres et royaume des esprits. Ceux-là ne sont pas censés être occupés. Ensuite, vous avez donc les royaumes des elfes, des fées, royaume d'opale, royaume de diamant, royaume de rubis, de jade, d'émeraude, d'argent, de béryl, de turquoise,
de perles, de cristal, royaume de Phal, je ne sais pas ce que c'est comme pierre précieuse, ça ne doit pas exister, Zénor, je ne connais pas non plus, la forêt interdite et le désert, du nord au sud. Petite illustration du château d'Émeraude, bon, un château tout à fait classique. Hein. Et on peut attaquer le tome 1. Les royaumes du grand continent d'Enkidiev ne connurent la paix que des centaines d'années après une terrible guerre qui les opposa à Amékaret, l'empereur des hommes insectes. Donc on l'a dit, hein, les hommes insectes, ils sont dans l'Empire Noir. Hop, le grand territoire qui est là. Hommes, femmes et enfants périrent sous les lances des guerriers et les crocs de leurs redoutables dragons. Les dieux eux-mêmes durent intervenir pour que les humains ne soient pas rayés de la surface de la terre. Ils ordonnèrent à l'un des serviteurs immortels, le magicien de cristal, de lever une grande armée à laquelle il accorderait des pouvoirs magiques. Ces magnifiques soldats devinrent les premiers chevaliers d'Émeraude, et ils repoussèrent finalement l'envahisseur dans l'océan d'où ils étaient venus. Au fil des siècles, les hommes oublièrent peu à peu ces tragiques événements. Seuls les magiciens en gardèrent le souvenir, car les étoiles continuaient de leur parler d'une menace persistante en provenance de l'Ouest. Dans sa grande sagesse, le roi Émeraude Ier, qui régnait sur le royaume du Centre, au pied de la montagne de cristal, résolut de fonder un nouvel ordre de chevalerie, dont le principal devoir consisterait à protéger tous les sujets d'Enkidiev. Mais ne serait pas chevalier qui le voudrait. Il dressa une longue liste de qualités qu'un enfant devait posséder en bas âge afin d'espérer servir un jour sous le bouclier d'Émeraude. L'aspirant pourrait être mâle ou femelle, pourvu qu'il affiche un tempérament honnête et courageux et des aptitudes à communiquer avec le monde invisible. Le roi désirait que ses chevaliers puissent étudier sous la tutelle de son vieux complice, le magicien Elund, et apprendre à maîtriser leur environnement, lire les signes dans le ciel et se battre loyalement. Ils commenceraient donc leur vie de chevalier dans les salles de classe du château, que le roi entendait léguer à l'ordre puisque le destin le laissait sans héritier. Les futurs défenseurs de la justice étudieraient sans arrêt jusqu'à l'âge de 11 ans, après quoi ils deviendraient écuyers, et se consacreraient davantage à l'art de la guerre. Comme ils créeraient le nouvel ordre des chevaliers d'Émeraude, ils devraient donc se contenter d'apprendre à combattre avec les soldats du roi. Puis, à l'âge de 20 ans, ils deviendraient enfin chevaliers et prendraient un jeune écuyer sous leur aile. Suivant les judicieux conseils de son magicien, le roi décida qu'un chevalier d'Émeraude ne pourrait former qu'un seul écuyer à la fois. Il aurait l'obligation de le garder auprès de lui pendant les 9 années de son apprentissage, sauf si l'écuyer commettait une faute grave envers l'ordre. Satisfait, le roi d'Émeraude Ier fit alors inscrire toutes ces règles en lettres d'or sur les murs de la grande cour de son château, afin que tous ses sujets puissent les voir, et il envoya des messagers les proclamer aux 4 coins du continent. Les premiers enfants arrivèrent de tous les royaumes et se soumirent aux épreuves de sélection du magicien Elund. Seulement 7 les réussirent, et commencèrent aussitôt leurs études au château. Une fois admis, ces enfants ne pouvaient plus jamais retourner dans leur famille, à moins d'être congédiés par le magicien. L'ordre devenait dès lors leur foyer, et Émeraude leur nom de famille. Ils n'appartenaient plus à une race ou à un royaume en particulier, ils devenaient les héritiers et les protecteurs du continent tout entier. Par contre, le roi, n'ayant pas l'intention d'en faire des ermites ou des marginaux, il leur accorda le droit de se marier et d'avoir des enfants, mais seulement une fois qu'ils seraient adoubés, et pendant une période de leur vie où aucun écuyer ne serait sous leur tutelle. Il était entendu que si l'ordre avait besoin d'eux, pour quelque raison que ce soit, les chevaliers d'Émeraude devraient quitter leur famille et servir sa cause. Des 7 premiers enfants, 6 garçons et une fille, 4 étaient de sang royal, et 3 provenaient du peuple. Ils avaient tous manifesté des talents exceptionnels dès le berceau. Certains avaient parlé presque à la naissance, d'autres avaient déplacé des objets, sans les toucher, ou prédit des événements importants dans leur royaume. Ils n'étaient pas des enfants ordinaires, et le destin les avait choisis pour qu'ils deviennent les nouveaux chevaliers d'Émeraude.
Le roi suivit leur évolution de près, et le château résonna bientôt de leurs pas enthousiastes. Aucun autre enfant ne serait admis avant qu'il soit certain que ses premiers élèves pourraient réaliser son grand rêve de protection et de justice. Lorsqu'ils eurent tous 15 ans, le roi Émeraude Ier permit au sujet d'Enkidiev d'envoyer d'autres enfants parmi lesquels au moins une dizaine furent retenus. Non, moins d'une dizaine, pardon. Après l'adoubement des 7 premiers, une troisième vague d'étudiants arriva, mais peu réussirent les épreuves d'entrée. Le magicien circulait désormais entre plusieurs classes de différents niveaux, composées d'enfants de toutes les races. Certains se montraient plus doués, et il les sépara des autres, pour leur assigner des exercices plus difficiles. Le roi n'avait jamais vu Elund aussi enthousiaste. Il le rencontrait régulièrement dans le grand hall, et l'écoutait se rengorger du progrès de ses élèves. Plusieurs noms revenaient souvent dans ses louanges, surtout celui de Weylan. Né au royaume de Rubis, le jeune homme était le plus jeune fils du roi Burge, et avait hérité de sa stature imposante et de sa force musculaire. Weylan dépassait tous ses frères d'armes d'une tête. Il maniait la plus lourde des épées avec aisance. Son courage en avait fait un chef parmi les chevaliers de sa classe. Aucun d'eux ne prenait de décision sans le consulter. Le roi avait de bonnes raisons d'être fier de Weylan d'Emeraude, et, confiant, il attendait de le voir à l'œuvre dans une situation nécessitant l'intervention de l'ordre. Il n'eut pas à patienter longtemps. Mais le premier acte d'éclat de Weylan ne se produisit pas lors d'un affrontement contre un ennemi du royaume. En fait, il eut lieu dans la cour même du château d'Emeraude. Tandis qu'ils pratiquaient les arts de la guerre entre eux, les 7 chevaliers entendirent une grande clameur à l'extérieur des murs fortifiés. Les portes du château étant toujours ouvertes au peuple, les jeunes guerriers découvrirent rapidement la source de tout ce tapage. Les paysans accompagnaient un groupe de pèlerins vêtus de tuniques amples, dissimulant leurs visages sous de grands capuchons, en dépit des rayons torrides du soleil de l'après-midi. Weylan stoppa la séance d'exercice d'un geste sec de la main, et les chevaliers se tournèrent vers la foule qui entrait dans la grande cour du château. Tendant l'oreille et ouvrant son cœur à cette marée humaine, Weylan comprit que les sujets d'Émeraude Ier étaient en colère et sur le point d'attaquer les pèlerins. N'écoutant que son courage, il brandit son épée et s'avança vers ces pauvres hères, apparemment dépourvus d'armes. Ses compagnons lui emboîtèrent aussitôt le pas, et ils encerclèrent les visiteurs, épée au poing. Les paysans s'arrêtèrent, sidérés par leur initiative. « Pourquoi menacez-vous ces gens ?» tonna Weylan, dardant ses yeux bleus glacés sur la foule. « Nous ne voulons pas d'eux ici !» cria un homme. « Ils sont de Chola !» hurla un autre en crachant par terre. « Ont-ils fait un geste d'agression envers vous ?» les questionna Weylan en se redressant de façon menaçante. Mais personne ne lui répondit. Les pèlerins s'étaient arrêtés, au milieu du cercle formé par les chevaliers vêtus de leurs tuniques vertes, et attendaient patiemment la suite des événements. Ils n'étaient qu'une dizaine, et Weylan ne sentait aucune intention hostile dans leur cœur. Tous les citoyens d'Enkidiev ont le droit de demander audience au roi d'Émeraude, poursuivit-il d'une voix autoritaire. Même les Chauliens. Retournez à vos occupations, nous nous chargerons des pèlerins. La foule commença par gronder, puis murmura et quitta finalement l'enceinte fortifiée. Weylan attendit que tous les paysans fussent partis avant de se tourner vers les étrangers. « Nous vous remercions, chevalier, » fit la voix d'une femme sous l'un des capuchons. « Nous venons de loin pour rencontrer le plus sage roi du continent. »« Qui dois-je annoncer à sa majesté ?» chercha à savoir Weylan sur un ton plus doux, mais tout de même ferme. « La reine Fan de Chola. » Les chevaliers d'Émeraude échangèrent un regard inquiet en remettant leurs épées dans leurs fourreaux, mais ne dirent mot. La décision d'introduire ou non les Chauliens auprès du roi dépendait de Weylan. La reine devina leurs pensées, car même ces valeureux chevaliers au cœur juste ne pouvaient demeurer indifférents devant les descendants du seul roi à avoir attaqué le royaume d'Émeraude. Draka, autrefois monarque du royaume d'Argent, leur voisin de l'ouest, avait tenté d'agrandir son territoire en s'emparant du célèbre château au pied de la montagne de cristal. Il avait été finalement défait lorsque tous les royaumes s'étaient ligués contre lui, mais pas avant d'avoir semé la destruction et la mort sur son passage. Fan était l'épouse de Chil, l'un des 2 fils de Draka. Profondément humilié par les agissements de son père, Chil s'était réfugié avec lui à Chola, le royaume le plus éloigné où il avait trouvé le courage de poursuivre sa vie, à l'abri des regards lourds de reproches des autres habitants du continent.
Il était tombé amoureux de Fan, la princesse du château. Il avait uni sa vie à la sienne, et il avait naturellement accédé au trône après la mort du roi de Chola. Son frère Cool, plus coriace et peu intimidé par le peuple, était demeuré au royaume d'Argent, où il entendait régner pour le reste de ses jours. « Je dois m'entretenir avec le roi d'Émeraude, insista la reine Fan. C'est très urgent. Weylan hésita, bien qu'il ne sentit pas de pensée agressive dans l'esprit de la jeune femme et de son escorte. Le premier devoir d'un chevalier était de protéger les rois. Êtes-vous armé demanda-t-il finalement. Les Chauliens ne possèdent aucune arme, chevalier, répondit-elle sur un ton infiniment doux. Elle baissa lentement son capuchon, arrachant un murmure d'admiration aux chevaliers qui l'entouraient. La mère de Fan était originaire du royaume des elfes, et sa grand-mère du royaume des fées. La jeune reine avait hérité de leurs traits fins et de leurs cheveux presque transparents. Mince, délicate, elle était d'une rare beauté. Ses yeux argentés brillèrent sous les rayons du cruel soleil, mais elle soutint fièrement le regard du chevalier. Elle ne portait pas de couronne, mais tout en elle respirait la noblesse. Sa peau miroitait, blanche et pure comme son pays de neige, et ses lèvres roses laissaient entrevoir des dents de perles parfaitement régulières. Aucune autre femme ne lui ressemblait à Émeraude. Aucune n'était aussi éblouissante. Et Weylan se surprit à penser que, si elle n'avait été l'épouse du roi magicien de Chola, il l'aurait demandée en mariage sur le champ. Falcon, un de ses compagnons d'armes, s'approcha pour lui chuchoter à l'oreille. « Ne te laisse pas ensorceler, Weylan, c'est une fée. » Falcon avait raison. Les habitants des pays magiques pouvaient mettre toute une armée en déroute par le seul pouvoir de leur regard. Weylan baissa les yeux vers Fan, tout en observant le respect dû à son rang. « Si vous voulez bien me suivre, Milady, fit-il avec une courte révérence. Ce soleil doit être difficile à supporter pour les habitants de Chola. Chevalier Bergeau, un jeune homme fougueux, né dans les tribus du désert, s'avança aussitôt vers Weylan sans cacher sa profonde inquiétude. « Mais tu n'y penses pas !» protesta-t-il. « Va prévenir le roi qu'il a d'importants visiteurs » lança Weylan sur un ton qui n'attendait pas de réplique. Bergeau hésita, son regard plongé dans le feu de glace de Weylan, puis se courba devant Fan en grommelant et se dirigea vers le château. Weylan le regarda s'éloigner, puis offrit son bras à la reine. Il la conduisit vers les grandes portes vertes du château d'Émeraude. Les autres pèlerins les suivirent en silence, comme l'exigeait la coutume. Weylan leur fit servir à boire dans la fraîcheur du grand hall. Lorsque les compagnons de la reine enlevèrent leurs grands capuchons, Weylan vit qu'ils avaient la peau aussi blanche que la neige qui coiffait la montagne de cristal. Le magicien Elund lui avait déjà raconté que le soleil ne brillait jamais, ou presque jamais, sur Chola, et que l'air y était plus rare que dans les autres royaumes du continent. Terre rocailleuse, presque continuellement recouverte de neige, ce territoire inhospitalier était situé à l'extrême nord d'Enkidiev, sur un haut plateau surplombant le vert pays des elfes. Rien ne poussait à Chola, et aucun animal n'osait s'y aventurer, sauf les légendaires dragons des mers qui venaient parfois dormir sur les plages recouvertes de glace. Dans les livres d'histoire, on lisait que son climat avait été jadis plus clément, mais que des séismes et des changements climatiques avaient radicalement changé cette contrée. Pourquoi une belle femme comme Fan avait-elle choisi de s'isoler dans ce vaste désert arctique ? Bergeau émergea du grand couloir, et Weylan vit son air contrarié. Il se courba vivement devant les visiteurs. « Le roi est honoré de votre visite et vous demande de le rejoindre dans la salle du trône », lâcha-t-il du bout des lèvres, sans parvenir à masquer son mécontentement. Weylan pensa qu'il aurait mieux fait d'envoyer le chevalier Santo auprès du roi, car ses manières étaient plus suaves, et auraient mieux convenu en pareilles circonstances. Mais la reine ne sembla pas s'offenser du manque de tact du chevalier Bergeau. Ses grands yeux argentés se tournèrent vers Weylan, qui lui offrit de nouveau son bras. Le contact de ses longs doigts sur sa peau le fit frémir, et un rare sourire illumina son visage tanné par le soleil. Lentement, il l'entraîna à la rencontre du roi d'Émeraude, la suite de la reine leur emboîtant le pas aussitôt. Bergeau et les autres chevaliers fermèrent la marche, en gardant une distance respectueuse. « Je suis certain qu'elle lui a jeté un sort », déclara Falcon au chevalier Bergeau près de lui. « Un aussi beau visage ne peut pas laisser un homme indifférent, Falcon, répliqua Jasson, veillant à ne pas élever la voix.
Mais allez de Chola, leur rappela le chevalier Dempsey qui marchait derrière eux. À quel moment les chevaliers sont-ils devenus racistes leur reprocha le chevalier Chloé, la seule femme du groupe. Honteux, ils ne dirent plus rien et suivirent les Chauliens jusqu'à l'immense salle de marbre blanc drapée de vert. Émeraude Ier se leva lentement de son trône, sertit de pierres précieuses, et s'avança vers la reine en lui tendant la main. Fan y glissa la sienne et s'inclina devant lui. Le roi d'Émeraude était le plus âgé de tous les monarques d'Enkidiève, le plus sage aussi. Grand, corpulent, des cheveux blancs lissés sur ses épaules qui balayaient sa barbe taillée en pointe. Ses yeux gris, perles, étaient francs et honnêtes. Il n'avait pas le sourire facile. Mais la reine de Chola sembla opérer sur lui le même charme que sur le chef des chevaliers. « Relevez-vous, je vous prie, lui dit-il envoûté. À quelques pas d'eux, Wielan vit que la beauté de Fan ensorcelait aussi le roi. « Vous venez de loin pour me rendre visite, fit le monarque en lâchant sa main bien à regret. Je suis surtout venu rétablir les relations entre mon royaume et le vôtre, Votre Altesse, répondit-elle de sa voix mélodieuse. Il y a longtemps que cela aurait dû être fait. Je suis parfaitement d'accord avec vous, acquiesça le roi. Venez vous asseoir avec moi. Je crains que cela soit impossible, Majesté. J'ai déjà passé suffisamment de temps loin de mon peuple. Je dois me hâter de rentrer à Chola. Mais avant de repartir, je veux vous laisser une preuve de notre bonne volonté. Une Chaulienne s'approcha d'elle et fouilla sous sa grande tunique. Wielan posa discrètement la main sur la garde de son épée, mais la femme sortit des plis de son vêtement quelque chose qui ressemblait à une enfant. La créature maigrichonne avait la peau mauve et les oreilles pointues comme celles d'un chat. Ses cheveux violets étaient parsemés de mèches plus pâles. Toute la cour eut un mouvement de recul, surtout le superstitieux chevalier Falcon. Bergeau mit aussitôt une main sur son bras pour le rassurer. « Voici ma fille, Kira, déclara la reine. Nous avons entendu dire que vous cherchiez des enfants pour en faire de fiers guerriers comme le chevalier Wielan. » Elle jeta un regard tendre à celui-ci, qui ne put s'empêcher de lui sourire. Son sang bouillit dans ses veines et il sut qu'il était amoureux de cette femme merveilleuse. « Je n'ouvre mes portes qu'aux aspirants une fois tous les 6 ou 7 ans, milady, expliqua le roi, et ne sont pas acceptés tous ceux qui se présentent. Kira est une enfant unique, assura Fan, et il est important pour le roi Chil et pour moi-même de faire oublier les égarements de Draka, son grand-père, autrefois roi d'argent. Nous avons pensé que le peuple du continent serait davantage porté à nous accorder sa clémence si sa petite fille devenait un chevalier d'Émeraude. » La Chaulienne déposa l'enfant sur le plancher de marbre. Kira ne devait pas avoir plus de 2 ans, et elle était manifestement sous-alimentée. Elle gardait la tête baissée et contemplait ses pieds sans émettre le moindre son. Le roi tourna autour d'elle. « Il faudrait lui faire passer des épreuves qu'elle n'est même pas en âge de comprendre, protesta-t-il. « Ne la sous-estimez pas, répliqua Fan d'une voix douce. L'enfant semblait intimidée par tous ces étrangers, mais elle ne cherchait pas à s'approcher de sa mère, ni des autres pèlerins. Elle releva finalement la tête, et Émeraude Ier put constater que son visage, bien que d'une pigmentation inhabituelle, était tout à fait humain. Elle avait les traits fins de sa mère, son nez étant à peine visible dans son visage triangulaire, et ses lèvres violettes traçaient une fine ligne au-dessus de son menton. Toutefois, ses yeux n'étaient pas de ce monde. De la même couleur que ses cheveux, ils s'étiraient étrangement sur ses tempes, et 2 pupilles verticales, aussi noires que la nuit, fendaient ses iris phosphorescents en leur centre. « Me donnerez-vous quelques jours pour que mon magicien évalue ses talents ? » « Je ne puis rester, sire. Si elle échoue, faites-en votre servante. » Sur cette déclaration stupéfiante, Fan plongea dans une révérence gracieuse et quitta la pièce avec sa suite. La petite Kira demeura sur place, curieusement résignée à son sort. Le roi appela aussitôt ses servantes et leur demanda de s'occuper de l'enfant. « Et commencez par la nourrir !» s'exclama-t-il. Puis il se tourna vers ses chevaliers et leur ordonna d'escorter les Chauliens jusqu'à la frontière. Wielan prit les devants, et les 6 autres chevaliers le suivirent dans le grand couloir qui résonna de leurs pas. Lorsqu'ils débouchèrent dans la cour ensoleillée du château, il ne subsistait plus aucune trace des visiteurs. Ils questionnèrent les garçons d'écurie, les artisans, les ouvriers, et apprirent que les pèlerins avaient déjà quitté la forteresse. Étonné, Wielan fit chercher les chevaux, et les chevaliers les enfourchèrent à toute vitesse. Ils s'élancèrent par les grandes portes de l'enceinte fortifiée et se dirigèrent vers le nord.
Mais leurs recherches restèrent vaines. Ils interrogèrent les paysans dans les champs. Tous avaient vu les visiteurs passer, mais dans des directions différentes. « Mais c'est impossible! Comment aurait-il pu aller dans tous les sens ?» se rebiffa Jason, le plus jeune des chevaliers. « Je vous l'avais bien dit, tonna Falcon. Ils sont capables de jeter des sorts. » Ils ont peut-être été envoyés par le maître du royaume des ombres pour en jeter un au roi, suggéra Bergeau avec inquiétude. Ou pour l'empêcher de mettre l'ordre d'Émeraude sur pied, renchérit Dempsey. Agacé, Whelan leva brusquement le bras, leur imposant le silence. Si tous les habitants du continent vous détestaient, fit-il sur un ton sévère, est-ce que vous n'auriez pas envie, vous aussi, de vous servir de la magie et de disparaître pour ne pas être lapidé avant d'atteindre votre destination ? Whelan a raison, le soutint Chloé. Il n'aurait jamais pu se rendre jusqu'à nous autrement. Mais pourquoi la fille de la reine est-elle aussi laide ? Explosa Bergeau. Des elfes et des fées comptent parmi ses ancêtres, soupira Whelan, qui aurait souhaité que ses frères fassent preuve de plus de tolérance. Ce sont des êtres étranges. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment une mère peut abandonner sa seule fille sans même savoir ce qui va lui arriver, déclara Santo en fronçant les sourcils. Ce n'est pourtant pas difficile à comprendre, se radoucit Whelan. Les Chauliens n'ont pas cessé de souffrir depuis l'exil de Draka dans leurs sommets enneigés. Plusieurs des royaumes, qui leur avaient toujours fourni des denrées nécessaires à leur survie en échange de magnifiques pierres précieuses qu'ils extraient de leurs montagnes, leur ont tourné le dos. Je pense que la reine s'est séparée de sa fille afin qu'elle devienne un brave chevalier et ainsi rétablir les relations diplomatiques entre Chola et le reste du continent. Et tu crois que son plan fonctionnera ? Demanda Falcon. Tu n'as qu'à regarder Whelan pour comprendre que oui, se moqua Jason. Whelan se raidit sur sa selle. Ils surent tous aussitôt qu'ils n'accepteraient aucune plaisanterie au sujet de ses sentiments envers la reine. Sans plus de façon, il talonna son cheval en direction du château. Ses frères d'armes échangèrent un regard entendu et le suivirent. Les servantes s'étaient rassemblées autour de cette étrange créature vêtue d'une tunique beaucoup trop grande pour elle. Elles l'avaient assise sur la table de bois, trônant au milieu de la cuisine, et examinaient ses oreilles pointues et ses cheveux violets, doux comme de la soie. L'enfant ne semblait pas terrifiée, mais elle était très certainement intimidée de se voir ainsi le pôle d'attraction. En réalité, cette petite est une princesse, déclara Armen, la plus âgée des servantes. Sa mère est la reine Fan de Chola, et son père, le prince magicien Chil du royaume d'argent, proclamé souverain à la mort du roi de Chola. En entendant les noms des royaumes maudits, elles reculèrent toutes de quelques pas, et Armen leur reprocha leur ignorance. Orpheline recueillie par Émeraude Ier alors qu'elle était toute jeune, elle en avait vu bien d'autres. Depuis toujours, Armen était affectée au service du roi. Son protecteur prenait de l'âge et il exigeait plus en plus de soins de la part de son entourage. Elle lui préparait ses mets favoris et arrivait à lui faire avaler ses décoctions de plantes médicinales. Femme robuste, aux épaules carrées et à la poitrine opulente, elle savait se faire obéir. Elle nattait ses longs cheveux châtains de chaque côté de sa tête et les attachait dans son dos pour qu'ils ne nuisent pas à son travail. Ses grands yeux bruns brillaient de bonté et de compassion et elle avait un cœur d'or. Vous pensez que cette fillette marchera sur les traces de son grand-père ? Moi, je dis que si nous la traitons bien, elle deviendra une enfant d'émeraude, comme tous ceux qui étudient dans ce palais. Mais commençons par la nourrir convenablement. Elle n'a que la peau sur les os. Une des femmes lui apporta un bol de gruau chaud et une petite cuillère en or. Kira regarda le contenu du bol et l'ustensile avec beaucoup d'intérêt, mais n'y toucha pas. « Elle n'a pas faim ?» s'étonna la cuisinière. « Je pense qu'elle ne sait pas ce que c'est, » comprit Armen en s'emparant de la cuillère. Elle la plongea dans les céréales chaudes et la porta à sa propre bouche en émettant de petits sons de satisfaction. Kira leva brusquement la tête, et toutes les femmes, à l'exception d'Armen, retinrent leur souffle, en apercevant ses yeux violets divisés par des pupilles verticales aussi sombres que la nuit. « Est-ce un animal ou un enfant ?» s'écria l'une des servantes horrifiées. Kira ne se préoccupa pas d'elle, mais darda son regard irréel sur les lèvres d'Armen. Un sourire se dessina finalement sur son visage pointu, et elle tendit la main pour prendre la cuillère. Cette fois, ce fut la panique dans la cuisine, car la main de la fillette ne contenait que 4 doigts, terminés par des griffes violettes, tout comme ses pieds d'ailleurs. Alors que les domestiques se sauvaient dans le couloir en criant d'effroi, Armen demeura debout devant l'étrange petite princesse. Elle lui donna l'ustensile doré et l'observa tandis qu'elle mangeait avec appétit. Lorsque Kira lui rendit le bol,
Armen comprit qu'elle avait encore faim. Elle lui servit une deuxième portion de gruau, une épaisse tranche de pain recouverte de miel et un gobelet d'eau qu'elle avala d'un trait. Croyant que l'enfant n'avait pas assez de force pour quitter la table, Armen alla déposa la vaisselle dans la grande cuve sans la surveiller. Mais lorsqu'elle se retourna, Kira n'était plus là. Elle la chercha dans tous les recoins de la grande pièce. En vain. L'enfant était si menu qu'elle avait pu se faufiler n'importe où. Puis la servante entendit le chant d'un oiseau, et elle leva les yeux vers les fenêtres, percées dans les murs de pierre, à quelques mètres du sol. Kira y était assise, un oiseau multicolore perché sur un de ses doigts. « Mais comment as-tu grimpé là, toi ?» s'étonna la femme en mettant les poings sur ses hanches. Rien sous cette fenêtre n'aurait pu lui permettre d'y accéder aussi facilement. Mais avant qu'elle puisse s'approcher et intimer à l'enfant l'ordre de descendre, le roi fit l'irruption dans la cuisine, sa grande cape verte volant derrière lui. « Expliquez-moi pourquoi mes servantes sont aussi affolées, Armen, grommela-t-il en fronçant les sourcils. « C'est à cause de la petite, Seigneur, répondit-elle. Elle n'est pas une enfant comme les autres. Le roi tourna plusieurs fois sur lui-même, sans voir la maigrichonne créature nulle part. Et Armen pointa la fenêtre dans un soupir. Inquiet pour la sécurité de l'enfant, Émeraude Ier exigea aussitôt que sa servante la fasse descendre de son perchoir. Ensemble, ils utilisèrent toutes les langues parlées sur Enkidiev, pour lui faire comprendre à Kira que, de l'autre côté, se trouvaient les douves qui protégeaient la forteresse. Mais l'enfant les regardait sans pouvoir les déchiffrer. Armen eut alors une idée. Elle dénicha un vieux biberon en argent, dans l'une de ses nombreuses armoires, le nettoya et y versa du lait chaud. L'odeur familière attira l'attention de la fillette mauve. Elle laissa l'oiseau s'envoler et posa ses yeux violets sur les étrangers. « Allez, viens, Kira !» exigea le roi en lui ouvrant les bras. Sans la moindre hésitation, Kira sauta et atterrit contre la poitrine d'Émeraude Ier, accrochant ses petites griffes pointues à ses vêtements de velours. Armen lui tendit le biberon et la petite s'en empara comme si sa vie en dépendait. Tout en se blottissant dans les bras du roi, elle se mit à téter en fermant les yeux de contentement. « Mais ce n'est qu'un bébé !» s'émerveilla le monarque. Il couvait Kira d'un regard tendre, qu'Armen ne lui connaissait pas. Émeraude Ier avait eu 2 épouses depuis le début de son règne, et elles étaient toutes 2 mortes sans lui donner d'héritier. Mais il semblait bien, à le regarder cajoler cette petite, que son instinct paternel n'avait pas péri avec elle. Il quitta la cuisine, Kira toujours levée dans ses bras, et alla s'installer dans ses luxueux appartements personnels. Il berça l'enfant et la regarda avaler goulûment le lait, en ouvrant et fermant rythmiquement ses 8 doigts mauves sur le biberon de métal. Elle ne le connaissait pas, et pourtant, elle semblait d'instinct lui faire confiance. « Tu es une drôle de créature, toi. » Kira ouvrit les yeux et le dévisagea. Dans la pénombre, ses pupilles verticales s'étaient élargies. Et l'espace d'un instant, il eut l'impression de tenir un petit chat violet dans ses bras. Il avait beaucoup voyagé dans son jeune temps, mais jamais il n'avait rencontré qui que ce soit qui ressemblait à cette fillette. Les 2 garçons du défunt roi Draka, le belliqueux, étaient pourtant blancs, même si leur mère appartenait au royaume des fées, et la reine Fan, malgré le sang d'elfe et de fées qui coulait dans ses veines, n'avait indéniablement pas la peau mauve. Qu'avait-il bien pu se produire pour que cette petite princesse naisse ainsi ? Kira termina le lait et tendit la bouteille vide au roi. Il la déposa sur un guéridon de marbre près de lui. Il n'eut pas le temps de se lever que l'enfant s'était accroché à ses vêtements comme une petite chauve-souris cherchant la chaleur et la sécurité du giron maternel. Émeraude Ier savait qu'un lien puissant était en train de s'établir entre la fillette et lui et, curieusement, il ne tenta pas d'y échapper. La reine de Chola avait eu raison de dire que sa fille était spéciale. Il lui était impossible, malgré tout cet art physique, de ne pas l'aimer. Il la berça longuement, oubliant le temps qui passait et ses devoirs qui l'attendaient. Kira s'était endormie dans ses bras, ses petites oreilles pointues rabattues vers l'arrière. Le roi les caressa doucement et, à sa grande surprise, l'enfant se mit à ronronner. Le magicien entra alors en trombe dans les appartements royaux, rompant ses instants magiques. Déjà pas très grand, son amour de la bonne chair et du vin ajoutait chaque année quelques centimètres à son tour de taille, donnant ainsi l'illusion qu'il rapetissait. Ses longs cheveux gris étaient parsemés de mèches plus claires et ses yeux noirs vous transperçaient.
Son nez aquilin le faisait ressembler à un vieux hibou, surtout lorsqu'il s'affolait. Elund était un honnête homme, mais il nourrissait parfois un sens du drame un peu trop criant au goût du roi. Le magicien s'approcha à grands pas, les couches superposées de ses vêtements décrivant de larges arabesques autour de lui, accentuant la ressemblance avec le hibou. « Majesté, vous devriez vous... » Il entrevit l'enfant dans les bras du monarque et faillit pousser un cri de désespoir. Il se jeta à genoux et pressa son front contre le pendentif argenté qu'il portait au cou. Émeraude Ier ne l'avait vu faire ce geste qu'une seule fois depuis son arrivée au château, lorsqu'un monstre ailé avait survolé la forteresse quelques années plus tôt. « Que se passe-t-il, Elund » s'inquiéta le roi. « De quel malheur vous protégez-vous ainsi ?»« Où avez-vous trouvé ce démon » s'exclama le magicien qui contenait difficilement ses émotions. Son éclat réveilla l'enfant qui posa sur lui ses yeux violets. Cette fois, le magicien porta toutes ses amulettes à son front en prononçant des paroles inintelligibles, sûrement des incantations. Le roi, sévère, le somma d'expliquer sa conduite pour le moins déroutante. Elund commença par reculer de quelques pas sur ses genoux et abaisser la tête. « Il existe un royaume maudit, au nord du continent, Majesté. »« Je n'ai nul besoin de leçons de géographie, » soupira le roi agacé. « Je vous en prie, écoutez-moi, » le supplia le magicien qui transpirait la peur par tous les pores de sa peau. Le roi l'invita à poursuivre d'un geste impatient de la main. Elund sortit un mouchoir de sa poche et s'épongea rapidement le visage. « Ce royaume est peuplé de démons qui se dévorent entre eux, » déclara-t-il finalement en rassemblant son courage. « Et » insista Émeraude Ier, de plus en plus impatient. « Ils ont la peau violette, des oreilles pointues, des griffes et des dents acérées que le fil de nos meilleures épées. » Aussi acérées que le fil de nos meilleures épées. En se servant de 2 doigts, le roi força la bouche de la petite pour constater qu'elle avait en effet des dents tranchantes. « Mais c'est la fille de la reine Fan de Chola !» protesta le roi malgré sa constatation. « Qu'elle aura sans doute conçu avec un démon !»« C'est une grave accusation que vous portez là, magicien, » lui signala le monarque en fronçant les sourcils. « Je possède tous les parchemins qui en prouvent la véracité, majesté. » Le roi garda le silence pendant un moment, se demandant pourquoi la reine de Chola lui aurait confié un démon en gage d'amitié entre leurs 2 royaumes. L'enfant mauve observait le magicien avec curiosité, ce qui mettait le pauvre homme dans tous ses états. Puis, à la vitesse d'un chat, elle sauta sur le sol et s'avança vers lui. « Que les dieux me protègent !» cria Elund, qui voyait sa dernière heure arriver. La fillette s'arrêta devant lui et, avec un intérêt marqué, toucha ses breloques brillantes du bout des griffes. Un large sourire apparut sur son visage triangulaire, très sérieux jusque-là. « Chola !» murmura-t-elle d'une voix aiguë. Tremblant, le magicien baissa les yeux sur le bijou et dut reconnaître, à contre-cœur, que c'était bel et bien la provenance du puissant pentacle dont il ne se séparait jamais. « Elle parle !» s'émerveilla le roi. « Cela n'en fait pas moins une créature maléfique !» cracha le magicien en tentant de s'éloigner de l'enfant sur ses genoux. « Chola Dijama !» fit Kira en levant la main. Le talisman métallique se tendit au bout de sa chaîne et se mit à décrire des cercles autour du cou du vieil homme, bien près de céder à la panique. « Elle a des pouvoirs magiques !» s'exclama fièrement... « Ah non, pardon, c'est le roi là qui parle. « Elle a des pouvoirs magiques !» s'exclama fièrement le roi. « Pitié !» gémit Elund au bord des larmes. « Kira, reviens ici !» ordonna Émeraude Ier. L'enfant se tourna vers lui, les yeux pleins d'inquiétude. Elle ne comprenait sans doute pas sa langue, mais elle avait très bien capté ses émotions. « Elund est notre ami, et un précieux collaborateur du royaume, lui expliqua-t-il. Il ne faut pas lui faire peur. »« Peur !» répéta l'enfant en inclinant doucement la tête sur le côté. Elle grimpa d'un seul bond sur les genoux du monarque, mais garda son regard braqué sur le magicien trempé de sueur de la tête aux pieds. « Pas faire peur !» assura Kira sur le même ton d'autorité que son protecteur. Celui-ci éclata de rire, et l'enfant comprit que toutes ces simagrées n'étaient qu'une farce. Un sourire découvrit aussitôt ses petites dents pointues. Le magicien tenta en vain de persuader le roi que, malgré son jeune âge, cette petite représentait un danger pour le royaume et qu'elle devait être rendue à sa mère dans les meilleurs délais. Il proposa même de confier cette tâche au chevalier. Émeraude Ier demeura songeur, puis décida qu'il valait mieux demander d'abord des explications à la reine quant aux origines exactes de sa fille. Un messager lui porterait donc une missive dès le lendemain. « Mais majesté, protesta le magicien. J'ai parlé, Elund.
L'homme se remit debout sur ses jambes chancelantes pour plonger dans une courbette à l'équilibre précaire. Il recula lentement en direction de la porte. Sur les genoux du roi, l'enfant mauve s'était vivement redressée. « Chola !» cria-t-elle d'une voix aiguë. Le pendentif brillant se détacha d'un seul coup de sa chaîne et vola jusqu'à la main griffue de l'enfant, qui le serra sur son cœur, pétrifiant les deux hommes. Kira n'était qu'un bébé et, déjà, elle manifestait des pouvoirs encore plus puissants que ceux des chevaliers d'émeraude. « Majesté, ce talisman m'appartient, » se lamenta le magicien. « Je vous le rendrai dès qu'elle se sera endormie. » Et Lund laissa tomber ses bras de chaque côté de son corps. Il s'apprêta à se retirer, mais Émeraude Ier l'arrêta d'un geste de la main. Si nous pouvions lui enseigner à maîtriser ses pouvoirs, elle deviendrait certainement un redoutable chevalier, estima le roi empli d'espoir. « Majesté, vous n'y pensez pas. Nous devons nous assurer qu'elle utilise cette puissance au service du bien. Mais c'est un démon. Sa mère saura certainement nous prouver que vous avez tort, magicien. » Sans plus insister, Elund quitta les appartements royaux. Il y avait plus de 20 ans qu'il était au service du roi d'Émeraude, et jamais ce dernier n'avait fait preuve d'autant d'entêtement. Jamais il n'avait ainsi fait fi de ses conseils. Cette ensorceleuse était incontestablement l'ultime vengeance de Draka, que son exil dans les terres recouvertes de neige avait profondément humilié. Le magicien retourna dans la grande tour qu'il habitait seul avec ses chats et ses potions magiques. Le ciel était sans nuages. Il pourrait déchiffrer les messages dans les étoiles dans quelques heures et se rassurer lui-même quant au sort du royaume. Si cet affreux démon mauve avait été envoyé au château pour détruire le roi et son entourage, le ciel le lui dirait. Il prit donc place près de la large fenêtre percée, dans la pierre, où se faufilaient les dernières lueurs du coucher de soleil, et attendit que descende l'obscurité. À l'autre bout du château, dans un bâtiment séparé, les chevaliers d'Émeraude mangeaient. Leur halle se situait au centre de l'édifice et était entourée, au premier étage, de la cuisine, de leur quartier personnel et d'un accès direct aux écuries. Et, au deuxième étage, des chambres des jeunes élèves. Au fond du hall se dressait un énorme foyer de pierre, où un feu brûlait pendant la saison froide. Mais, durant les lents mois d'été, les serviteurs déplaçaient les énormes tapisseries qui obstruaient les fenêtres, et une brise fraîche balayait alors la grande salle. Au milieu de la pièce trônait une longue table de bois autour de laquelle les 7 chevaliers prenaient leur repas, tout en discutant de leur rôle de protecteur d'Enkiliev. À la hauteur du deuxième étage, une galerie ceinturait le grand hall, et souvent, les élèves d'Émeraude s'y asseyaient pour épier les chevaliers à travers les barreaux et choisir lequel d'entre eux ils voulaient pour maître. Ce soir-là, Dempsey déclara à ses compagnons que le roi avait sans doute craint un danger en créant leur ordre, même si les autres souverains du continent se soumettaient d'emblée à son autorité. Sauf le roi Cool du royaume d'Argent et son frère, le roi magicien Chil du royaume de Chola, lui rappela Falcon. Ils ne pardonnent pas à Émeraude Ier l'exil de leur père dans une contrée inhospitalière. Mais ni l'un ni l'autre des fils de Draka n'ont jamais manifesté d'hostilité envers le royaume d'Émeraude, souligna Chloé. Dempsey a quand même raison, déclara Falcon avec inquiétude. Jamais Sa Majesté n'aurait fondé l'ordre s'il ne planait aucune menace sur le continent. Moi, je pense qu'il a seulement voulu redonner des valeurs solides à ses sujets, en ressuscitant les chevaliers d'Émeraude qui, jadis, assuraient la paix et la justice, intervint Santo, dont les grands yeux noirs brillaient de passion. Au fait, pourquoi ont-ils disparu ? Demanda Bergeau en croquant dans un fruit. Ils se tournèrent vers Whelan, qui, entre tous, était le plus érudit. Si quelqu'un connaissait la réponse à cette question, c'était lui. Mais le grand chevalier semblait perdu dans ses pensées. Un morceau de pain restait piqué sur la lame de son poignard, intacte. Assis près de lui, Jason constata qu'il n'avait en fait rien mangé. « Falcon a raison, il est ensorcelé !» tonna Bergeau en frappant durement la table de son poing massif. Cet éclat tira Whelan de sa rêverie, et il promena son regard glacé sur ses compagnons d'armes, en se demandant s'il avait réellement capté la détresse de son cœur, ou s'ils étaient seulement inquiets parce qu'ils ne participaient pas à la discussion du soir. « On dirait bien que l'amour t'a coupé l'appétit, » se moqua Jason. « C'est à cause de cette femme de Chola, n'est-ce pas ?» fit Falcon sur un ton accusateur. Mais Whelan n'aimait pas qu'on discute ses ordres.
encore moins ses sentiments. C'était pour cette raison qu'il était rapidement devenu le chef de la bande. « Je croyais que vous aviez tous compris que je ne désirais pas en parler, » s'irrita-t-il. « Oui, c'est vrai. Raconte-nous plutôt la disparition des premiers chevaliers d'Émeraude, » s'interposa Chloé pour désamorcer le conflit. Des 7 guerriers, elle était celle qui prenait toujours la négociation, plutôt que l'affrontement. Elle avait toujours le bras aussi solide que ses frères, et elle leur donnait souvent du fil à retordre lors des exercices à l'épée. Mais son arme de prédilection résidait dans la douceur. Ils sont disparus, parce qu'ils ont questionné les sentiments de leur chef, fit Whelan maussade en lançant le morceau de pain dans le feu. Il glissa le poignard dans sa ceinture et quitta la table sans toucher à la nourriture. Les 6 compagnons le regardèrent sortir sans un mot. Whelan avait de belles qualités, mais aussi de grands défauts, dont une propension à la colère. « Est-ce qu'on choisit un volontaire pour aller le calmer » demanda Dempsey. « Non, décida Chloé. On le laisse se refroidir tout seul. Ça vaudra mieux pour tout le monde. » Contrarié, Whelan traversa le couloir intérieur qui encerclait le hall et entra dans sa chambre. Il referma la porte et poussa un soupir. Il avait cru que son dur entraînement de chevalier l'avait préparé à affronter toutes les situations. Mais jamais le magicien ou les maîtres d'armes ne lui avaient parlé des dangers du cœur. Il se défit de ses armes et les suspendit au mur, près de la porte, là où il pourrait les récupérer rapidement en cas d'urgence. Puis il retira sa tunique. Les serviteurs avaient déposé des pièces propres sur l'unique commode de la pièce et changé l'eau de la cuvette. Il s'agenouilla sur le sol et s'en aspergea le visage. Pourquoi n'arrivait-il pas à chasser le beau visage de Fan de Chola de son esprit? Pourquoi son cœur se serait-il à l'idée qu'elle était en route vers son époux? Les chevaliers ne devaient jamais succomber aux émotions négatives comme l'envie ou la jalousie. Mais il ne parvenait pas à se raisonner. Son être tout entier réclamait les bras de la reine, à la peau satinée, et aux yeux aussi profonds que l'océan. Il agrippa la serviette et s'épongea le visage, y étouffant son désir. Et si elle l'avait vraiment ensorcelé, comme le prétendaient ses compagnons? Il n'avait jamais été victime d'un sort de toute sa vie. Comment se sentaient ceux qui avaient succombé au charme magique d'une enchanteresse? Et Lund pourrait sans doute l'éclairer à ce sujet. On frappa timidement à sa porte et il sut, grâce à ses facultés surnaturelles, qu'il s'agissait d'un enfant. Entre, soupira-t-il, bien qu'il n'eût envie de voir personne. Un page poussa la lourde porte et se courba devant lui. La couleur de sa tunique indiquait à Whelan qu'il provenait de l'entourage immédiat du roi. « Sire, j'ai un message de Sa Majesté, » annonça l'enfant toujours plié en deux. « Redresse-toi et parle. » Le gamin obtempéra, mais il était bien trop impressionné pour oser regarder le chevalier en face. Il bégaya que le roi désirait le voir à la première heure le lendemain, afin de lui confier une mission très importante. Cela surprit Whelan, qui étira le bras, fouilla dans sa bourse et lança une pièce d'or à l'enfant. « Je ne puis l'accepter, sire, » fit le gamin en attrapant d'une seule main et en ouvrant de grands yeux étonnés. « Est-ce que tu contestes l'ordre d'un chevalier ? » ?»« Oh non, sire, jamais !»« Alors file !» Sans attendre son reste, l'enfant détala, claquant par mégarde la porte derrière lui. Un sourire amusé se dessina sur les lèvres de Whelan. Et Lund lui avait souvent dit qu'il serait un maître impossible lorsque viendrait le temps de prendre un apprenti. « Tu les feras tous fuir si tu ne changes pas d'attitude, Whelan, » l'avait prévenu le magicien. Était-il vraiment nécessaire d'éduquer un écuyer comme le voulait le roi? Lui-même n'avait pas eu de maître, et il s'était fort bien débrouillé. Pourquoi s'embarrasser de la présence gênante d'un enfant dans des situations qui exigeaient l'intelligence et la rapidité d'un adulte? Il ne comprenait pas le raisonnement d'Émeraude Ier. Mais les événements à venir allaient le faire changer d'avis. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Le soleil avait disparu du côté du royaume d'argent, et les premières étoiles commençaient à scintiller au-dessus de lui. Est-ce que Fan regardait le ciel en même temps que lui? Voyait-elle les mêmes étoiles? Est-ce qu'elle était heureuse dans son grand palais de glace à l'autre bout du monde? Les bras de son époux lui procuraient-ils toute la chaleur dont elle avait besoin? Était-elle aimée? Une énorme étoile rouge déchira alors le voile du crépuscule et fonça vers le nord. Comme tous les chevaliers, Whelan avait été entraîné à lire les signes dans le ciel, et cette lance de feu ne présageait rien de bon.
Lorsque son esprit admit qu'elle annonçait un grand malheur, dans le royaume de Chola, il étouffa un cri de désespoir. Dans sa grande tour, le magicien avait observé le même phénomène. Effrayé, il s'était laissé retomber sur un tabouret de bois. Ce qu'il redoutait depuis si longtemps, Ce qu'il redoutait depuis si longtemps, le roi et lui, venait de se produire. La menace qu'ils avaient entrevue dans le grand miroir de la destinée, alors qu'ils n'étaient encore que de jeunes loups, venait de se concrétiser. Je vais boire un petit coup avant d'attaquer le chapitre 3. J'ai même pas vu passer le chapitre 2. Allez, on y retourne. Tu me rends le livre, petit chat? Tu rends? Voilà, t'es mignonne. Donc, chapitre 3, une première mission. Dès le soleil levé, Wellan revêtit sa plus belle tunique et laissa ses serviteurs sangler sa cuirasse verte, ornée de l'emblème de l'ordre. Une croix dorée incrustée dans le cuir, au milieu de laquelle 4 étoiles à 5 branches, de belles émeraudes en leur centre, formaient une croix plus petite, couchée sur des cercles concentriques. À ses yeux, il importait de toujours bien paraître devant le monarque qu'il avait accueilli dans son château et qui avait veillé sur son éducation. Il enfila ses bottes les plus luisantes et boucla sa ceinture autour de ses hanches. Il lissa son épée et son poignard dans leur fourreau, sous sa longue cape verte. Lorsque ses compagnons d'armes le virent traverser la grande cour, ils se précipitèrent à la fenêtre de leurs chambres respectives. « Mais où peut-il bien aller habillé comme ça ?» s'exclama Bergeau qui venait à peine d'ouvrir l'œil. Wellan n'avait vu aucune raison de prévenir ses compagnons de la requête du roi. Si Émeraude Ier avait voulu qu'il l'accompagne, il le lui aurait fait savoir. Il était très important qu'un chevalier exécute ses ordres sans jamais tenter de les interpréter à sa façon. Les pages le guidèrent dans une partie du palais qu'il ne connaissait pas. Pourquoi Sa Majesté ne le recevait-elle pas dans la salle du trône comme c'était son habitude ? On ouvrit de grandes portes dorées devant lui, et il fut surpris de trouver son monarque assis dans un immense fauteuil, un livre ouvert sur les genoux. Jamais il n'avait vu le roi lire quoi que ce soit lui-même. Il avait des serviteurs dont c'était l'unique fonction. Wellan respira doucement, profondément, et s'approcha, ses talons résonnant sur le plancher de tuiles brillantes. Le roi leva aussitôt les yeux du gros ouvrage et, à sa vue, son visage se fendit d'un sourire. « L'homme que je désirais voir !» déclara-t-il avec satisfaction. « Approche, Wellan. » Le chevalier s'immobilisa à quelques pas du roi, comme le voulait l'étiquette, puis posa un genou en terre. Émeraude baissa alors le livre et Wellan vit l'horrible petite créature mauve assise sur ses genoux. Définitivement moins timide, elle le regardait droit dans les yeux, en mâchonnant ce qui semblait être une breloque argentée. Wellan n'avait peur de rien. Pourtant, ses pupilles verticales entourées de violets le mirent mal à l'aise. Il détourna le regard sur les yeux plus chaleureux du roi. « Vous avez demandé à me voir, Majesté ?» fit-il en ignorant la fillette. « J'ai une mission pour toi, Wellan. » Il était temps, pensa le chevalier qui brûlait de faire ses preuves. « Je veux que tu portes une missive pour moi à la reine de Chola. » Wellan sentit son cœur s'arrêter de battre. Les dieux avaient donc eu pitié de lui et décidé de lui donner la chance de déclarer ouvertement son amour à la plus belle femme d'Enkiliev. Mais le chevalier ne devait pas laisser paraître son intérêt pour cette mission. Sinon, Émeraude Ier la confierait à un autre messager. « Quand dois-je partir, Altesse » s'enquit-il en faisant taire son enthousiasme. « Aujourd'hui, si cela est possible. »« Aujourd'hui » répéta la petite créature d'une voix aiguë. Wellan baissa les yeux sur elle, se demandant si elle était vraiment une enfant ou un petit animal de compagnie. Elle commence à peine à parler, l'excusa le roi qui caressait ses cheveux violets avec affection. Elle ne comprend pas toujours ce qu'elle dit.
L'enfant sauta sur le sol avec l'agilité d'un elfe et s'approcha de Wellan, admirant les pierres précieuses sur sa cuirasse. Elle lui montra alors le talisman qu'elle tenait fermement dans sa main, et Wellan recula légèrement en apercevant les petites griffes acérées. « Toi, Chola !» ordonna-t-elle d'un ton qu'elle avait très certainement emprunté du roi. Par réflexe, Wellan se servit ses facultés magiques et fouilla dans l'esprit de cette étrange créature. Il fut surpris de constater qu'en dépit de son jeune âge, ses pensées étaient organisées et que seul son manque de vocabulaire dans une langue qui lui était étrangère l'empêchait de les communiquer. « Oui, moi Chola », confirma-t-il, devinant qu'elle parlait de sa destination. Un sourire apparut sur ce curieux visage inhumain, découvrant ses petites dents pointues. Wellan se rappela avoir déjà vu des crocs semblables dans la bouche d'un très vieux poisson qui vivait dans la rivière Shérida, laquelle séparait le royaume de Rubis des territoires inconnus. « Ne me dites pas que vous vous comprenez tous les deux, s'étonna le roi. Elle a seulement deviné que vous me confiez une mission, Majesté, assura Wellan, bien qu'il ne fût pas certain que Kyra avait capté toute leur conversation. Le roi tendit gravement au chevalier un cylindre doré contenant le message qu'il voulait remettre à la reine. Wellan n'avait pas le droit de lui en demander ouvertement la teneur, mais sans doute pourrait-il gentiment l'inciter à le lui dire. Il sonda l'esprit du roi, mais la petite fille lui agrippa brutalement l'avant-bras, le faisant sursauter. « Non !» ordonna-t-elle en fronçant ses sourcils violets. Wellan la contempla avec stupeur. Comment avait-il su ce qu'il tentait de faire? Quels étaient au juste les pouvoirs que possédait cette créature mauve? Ne sois pas offensé par ses manières, Wellan, s'amusa le roi. Je crains que Kyra ne soit une petite personne plutôt autoritaire. Elle me fait faire tout ce qu'elle veut. Wellan doutait que ce fût une bonne chose. Émeraude Ier ne dirigeait pas seulement son propre royaume. Il avait son mot à dire dans les affaires du continent entier. « Dois-je partir seul, Majesté ?» demanda-t-il, se refusant à accorder plus d'attention à l'enfant. « Non, emmène tes compagnons avec toi. Il est temps que les habitants d'Enkiev voient mes braves chevaliers. »« Et qui défendra votre château en notre absence ? J'ai encore ma garde personnelle et des centaines de paysans prêts à se battre pour conserver la paix et la prospérité que nous connaissons. Va livrer mon message à la reine, Wellan. C'est très important pour moi. » Le chevalier inclina la tête, puis se redressa. Sa stature sembla impressionner Kyra, qui lui atteignit à peine le genou. Il détourna les yeux de cette chose qui lui donnait la chair de poule. « Il sera fait selon vos ordres, Majesté. » Il quitta la pièce, et l'enfant mauve se retourna vers le roi. Ses yeux violets recelaient une sagesse que le monarque ne comprenait tout simplement pas. Il lui fit signe d'approcher, et elle sauta sur ses genoux avec l'agilité d'un chat. « Lire !» exigea-t-elle. « Je crois bien que je te lèguerai mon royaume si tu continues d'afficher autant d'autorité, petite fille, » déclara Émeraude Ier avec amusement. Kyra se blottit confortablement entre ses bras et attendit qu'il lui enseigne d'autres mots. Le roi ne se souvenait pas d'avoir été aussi heureux. Lorsque Wellan entra dans le hall des chevaliers, il trouva ses compagnons réunis autour de la table. Le silence tomba aussitôt sur la petite assemblée. « Que se passe-t-il » demanda Jason au nom de tous les autres. « Nous partons dans 1 heure, annonça fièrement Wellan. « Pour aller où » s'étonna Falcon. « Le roi nous a confié une première mission. Nous devons aller porter un message au seigneur de Chola. » Il décrocha le cylindre doré de sa ceinture et le leur montra, prêt à affronter leurs questions et leurs commentaires. Cependant, ils demeurèrent tous silencieux, presque en état de choc. Ils s'étaient longuement entraînés à devenir chevaliers, mais il semblait bien qu'aucun d'entre eux n'était disposé à quitter le nid. « Soyez prêts à partir dans 1 heure, en uniforme, pour que les sujets du royaume voient qu'ils sont protégés par des hommes de valeur. » Wellan remit le cylindre dans sa ceinture et tourna les talons sous les regards inquiets de ses frères d'armes. Il se rendit directement à la chapelle du château. C'était un sanctuaire apaisant où tous les cultes du continent étaient représentés. Car ce qu'Émeraude Ier désirait le plus au monde, c'était la paix, la fraternité et la tolérance entre les hommes de toutes les races. Ainsi ne privilégiait-il aucune philosophie en particulier. Il aurait préféré que ses chevaliers n'adorent aucune idole et qu'ils les respectent toutes, mais Wellan n'avait jamais renié la religion de son pays de naissance. Il s'agenouilla devant Théandras, la déesse rouge qui protégeait le royaume de Rubis, où il avait laissé ses parents, le roi Burge et la reine Mira, ainsi qu'un frère aîné appelé à devenir roi et une sœur.
Contrairement à ses compagnons, qui conservaient très peu de souvenirs de leur foyer, Wellan se rappelait clairement tous les détails de sa vie au château de Rubis, et tous les voyages effectués avec sa famille dans les autres royaumes. Le roi Burge avait l'intime conviction qu'un homme ne pouvait pas régner convenablement s'il ne connaissait pas l'univers dans lequel il vivait. Il s'était donc assuré que tous ses enfants cultivent un esprit ouvert, car n'importe lequel des trois aurait pu être appelé à lui succéder. Wellan lui en était reconnaissant, car il n'était pas aussi démuni que ses frères d'armes devant l'inconnu. Il pria Théandras en silence, lui demandant de minimiser les effets dévastateurs de l'étoile de feu qu'il avait vue dans le ciel, puis ses pensées furent distraites par le beau visage de Fan de Chola et sa voix de satin. Comment le recevrait-elle dans son palais? Comment son époux, le roi magicien Chil, qui avait été le plus touché par l'exil de son père, accueillerait-il les chevaliers d'Émeraude? Dans sa tête, de nombreuses questions virevoltaient, qui restaient sans réponse. Ses dévotions terminées, Wellan alla chercher ses effets dans sa chambre et se rendit aux écuries. Il fit seller les chevaux et s'occupa lui-même de sa propre monture. Il savait que ses compagnons les rejoindraient bientôt dans la chaude présence de son destrier, et la chaude présence de son destrier calmait ses appréhensions. Dès qu'il fut harnaché de verre et d'or, Wellan le mena dans la grande cour. Les 6 autres chevaliers s'y présentèrent quelques minutes plus tard, tenant leurs propres chevaux par la bride. « Tu ne sembles pas très enthousiaste pour un homme qui part enfin en mission, fit Bergeau à Wellan en immobilisant sa monture près de la sienne. J'ai vu un signe dans le ciel hier soir, avoua le grand chevalier, et je crains que des embûches n'aient été semées sur notre chemin. Quoi de mieux pour prouver que nous avons reçu le meilleur entraînement du monde s'exclama joyeusement l'autre. Peut-être a-t-il raison, pensa Wellan. Les serviteurs amenèrent dans la cour 2 montures supplémentaires, chargées de vivres et d'eau. Nous contournerons la montagne de cristal vers l'ouest, là où le terrain est plus praticable, déclara Wellan à l'intention de ses compagnons. Nous traverserons ensuite le royaume de Diamant et celui des elfes, avant de franchir la falaise qui nous sépare des hauts plateaux de Chola. J'espère que vous avez apporté vos capes de fourrure. Nous y avons pensé, assura Santo en flattant l'encolure de son cheval. C'est notre premier long trajet sous la bannière d'Émeraude, et il est de mon devoir de vous rappeler que nous devons la porter fièrement. Tout se passera bien, Wellan, le rassura Falcon. Arrête de t'inquiéter. Nous allons seulement porter un message à un autre roi, c'est tout, assura Jason. Leur calme apparent aurait dû lui faire du bien. Mais une sourde appréhension continuait de lui serrer le cœur. Il leur fit signe de monter à cheval et vit le roi d'Émeraude debout sur le balcon de ses appartements. Il talonna son destrier et s'approcha de la façade du palais, ses compagnons derrière lui. Émeraude Ier tenait la petite princesse Chaulienne dans ses bras. « Vous êtes des chevaliers d'Émeraude, les fiers représentants de la paix et de la justice sur tout le continent. Comportez-vous en tout lieu selon le code de chevalerie. Je vous souhaite bonne route, chevalier, et que les dieux soient avec vous. » Ils s'inclinèrent tous respectueusement devant leur souverain et se dirigèrent vers les immenses portes de la forteresse. Ils allaient les franchir lorsque Elund se précipita devant eux. Wellan leva vivement la main, immobilisant aussitôt la colonne de chevaliers vêtus de vert. « Que se passe-t-il, maître » s'enquit Wellan en fronçant les sourcils. « J'ai vu un signe terrible dans le ciel. » Wellan sentit le sang se glacer dans ses veines. Il aurait tellement voulu s'être trompé quant à ce qu'il avait lui-même aperçu de sa fenêtre. « Vous devrez faire preuve de la plus grande prudence lorsque vous vous approcherez des falaises de Chola. »« À cause de l'étoile de feu, » murmura le grand chevalier. « Oui, à cause de cette étoile. Elle a traversé le ciel du royaume des esprits, de celui des ombres et de Chola. C'est le présage d'un grand malheur, je le crains. »« Dans ce cas, emmenons des soldats avec nous, » suggéra Dempsey en s'approchant de Wellan. « Allons d'abord voir de quoi il retourne, » répliqua Wellan. « Protéger Nkidiev, n'est-ce pas là la raison première de l'existence de notre ordre ?»« Noble parole que celle-ci, Wellan, » intervint le magicien. « Mais Dempsey a raison. Vous n'êtes pas assez nombreux pour assurer la sécurité de tout un continent. Je vous recommande donc de ne prendre aucun risque inutile. Vous pourrez toujours revenir chercher des soldats des autres royaumes. »« Je suivrai ce conseil, maître Elund, » assura Wellan d'une voix étouffée. S'il était arrivé malheur à la reine de Chola, il n'y survivrait pas. Le magicien les laissa passer, mais de la terreur voilait ses yeux.
Wellan décida de ne pas le faire remarquer à ses compagnons et lança sa monture au galop. Fermant le peloton, Jason et Chloé tenaient les longes des chevaux qui portaient les provisions. Dès qu'ils eurent passé les grandes portes, Bergeau brandit fièrement son étendard. Dans les champs, les paysans interrompirent leur travail pour les regarder passer. Ils ne savaient pas très bien comment 7 vaillants guerriers pourraient assurer la paix du royaume, mais leur cœur était plein d'espoir, et ils les saluèrent tandis qu'ils soulevaient un nuage de poussière sur la route menant à la montagne de cristal. Après leur départ, Elund porta ses breloques à son front et murmura des incantations de protection. Il avait passé la nuit à consulter ses vieux grimoires. Très peu de boules de feu avaient ainsi traversé le ciel du continent. La dernière fois, le roi Draka avait attaqué le royaume d'Emeraude, et la fois précédente, un ennemi venu de la mer avait presque décimé toute la population de la côte ouest. Il semblait impossible qu'une autre catastrophe ne se soit pas produite quelque part au nord, car c'était là que se dirigeait l'étoile maudite. « Ça va, tranquille, là, le petit chat ? Hein ? Laisse-moi lire. » De son balcon, le roi d'Emeraude avait aperçu son magicien. « J'ai dit laisse-moi lire. » La petite fille dans ses bras tendit le bras et le pointa de ses griffes. « Peur, murmura-t-elle. « Mais peur de quoi ?» se demanda le roi. Il décida de regagner ses appartements et ordonna à un serviteur d'aller quérir le magicien. Dans ses bras, Kira se retourna brusquement et s'accrocha à ses vêtements en tremblant. Le roi referma ses bras sur elle. « Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu es en sécurité avec moi. » Il la transporta dans l'antichambre où les servantes avaient disposé toutes sortes de jouets à son intention. Mais elle refusa de quitter la sécurité des bras du roi. Lorsqu'il essaya de la défaire de son étreinte, ses griffes déchirèrent l'étoffe de ses vêtements et s'accrochèrent plus haut. « Mais qu'est-ce qui te prend ?» Il essaya de toutes les manières de la déposer sur le sol, mais elle resta fermement agrippée à lui, comme un chat qu'on veut mettre dans l'eau. Le magicien arriva juste à temps dans la pièce pour assister à ce curieux spectacle. « Ne restez pas là !» s'exclama Émeraude Ier. « Venez m'aider !»« Vous voulez que je touche à cette chose maléfique ?» se scandalisa le magicien. « Mais je risque de perdre tous mes pouvoirs, Majesté !» Elund craignait bien trop la créature pour venir directement en aide à son monarque. Mais peut-être pouvait-il trouver un objet suffisamment lourd pour l'assommer. Kira tourna vivement la tête vers lui et le fusilla du regard. « Ma foi, elle a le pouvoir de lire dans les pensées !» s'écria le magicien effrayé. « Peur !» répéta la princesse Chaulienne en enfonçant la pointe de ses griffes dans la peau du roi, qui poussa un cri de douleur. Il arrêta de tirer sur ses petits bras pour la décrocher et elle se calma aussitôt. Elle grimpa encore de quelques centimètres sur sa poitrine et cacha son petit visage dans le cou d'Émeraude Ier, qui se demandait comment la reine Fan avait fait pour endurer cet enfant. Quand il fut certain qu'elle n'allait plus tenter de mettre ses vêtements en lambeaux, le roi prit place dans son fauteuil à bascule. Elund se tenait toujours devant lui, le visage ravagé par l'effroi. « Quel était donc le sujet de votre conversation avec le chevalier Wellan tout à l'heure » demanda-t-il négligemment en berçant l'enfant. « J'ai vu un signe effroyable dans le ciel, Majesté. Je crains qu'un terrible malheur ne se soit abattu sur le pays où vous avez dépêché vos chevaliers. » Kira se remit à trembler et le roi dut en venir à la conclusion qu'elle comprenait tout ce qui se disait autour d'elle. « Peut-être est-elle capable d'interpréter nos émotions ?» se risquait le magicien. « Si vous aviez moins peur de ce bébé, vous pourriez m'aider à mieux la comprendre, Elund. Un démon est toujours dangereux, peu importe son âge, sire. À part détruire ma garde-robe, elle ne m'a fait aucun mal. Pourquoi ne commencez-vous pas à travailler avec elle ? Parce qu'elle pourrait me voler tous mes pouvoirs, évidemment, et parce que sans eux, je ne pourrais plus poursuivre l'éducation des enfants que vous m'avez confiés. » Émeraude Ier poussa un soupir. Il ne pouvait jamais avoir le dernier mot avec ce magicien. Kira continuait de trembler contre lui comme un petit animal terrifié. « Avez-vous consulté le miroir de la destinée ?» demanda le roi, désireux d'en apprendre davantage sur le présage dans le ciel. Elund lui expliqua qu'il avait lu toute la nuit, et qu'il n'avait regardé dans le grand miroir qu'aux premières heures de l'aube. Malheureusement, il n'y avait vu qu'une fumée et flamme, rien qui puisse permettre de découvrir la menace qui pesait sur Enkidiev. « Mes chevaliers sauront l'identifier. J'en suis persuadé, déclara alors le roi. Et j'ose croire que Wellan aura la présence d'esprit de dépêcher un coursier si le danger devait s'étendre jusqu'à nous. Danger !
répéta Kira à son oreille. Elund, si vous ne m'aidez pas à comprendre cet enfant, je vais devoir m'adresser à un autre magicien, le menaça le roi. Laissez-moi d'abord consulter mes livres et m'assurer que je peux le faire sans danger, Majesté. Émeraude Ier lui ordonna de s'y mettre sur le champ. Curieusement, dès que le magicien eut quitté la pièce, Kira releva la tête. Elle posa ses mains sur les joues de son protecteur et le força à fixer ses yeux violets. « Danger !» insista-t-elle. Le roi fut brusquement pris d'un vertige, comme si le siège de la berceuse avait soudainement cédé sous lui. Les yeux de l'enfant se transformèrent en fenêtres, à travers lesquelles il vit des cavaliers noirs, chevauchant des dragons monstrueux dans la neige. Ils brandissaient tous des lances acérées, mais aucun bouclier. Loin derrière eux s'élevait une forteresse de glace. Comme s'il était aspiré dans un vide temporel, Émeraude Ier sentit de nouveau la terre ferme sous ses pieds. Kira trépignait sur ses genoux. Il observait avec insistance. Que venait-il de se produire? Comment ces images étaient-elles apparues dans son esprit? La jeune Chaulienne en était-elle capable? Danger! Fit-elle encore. Cette nuit, je vais poster des sentinelles sur les remparts. Surtout, ne sois pas effrayée, petite fille. Personne ne viendra te faire de mal ici. Il la serra contre lui avec affection, se promettant de s'entretenir en privé avec son magicien dès que l'enfant serait au lit. Ces images n'étaient peut-être que l'expression de l'insécurité qu'elle ressentait dans son monde, totalement étranger pour elle. Mais il voulait tout de même le décrire à Elund. Troublé, le magicien était retourné dans sa tour. Déjà, les enfants commençaient à arriver dans la salle d'enseignement. Il devrait donc remettre sa lecture à plus tard. Il alla s'asseoir au milieu du premier groupe. 2 filles et 7 garçons, âgés d'une dizaine d'années. Et parmi eux, le premier représentant du pays des elfes. Menu, Hawk avait la peau aussi immaculée que la neige. Ses grands yeux verts ne perdaient rien de ce qui se passait autour de lui, et ses pouvoirs de déduction s'avéraient remarquables. Mais Elund doutait de sa capacité à manier les armes. Les représentants de sa race étaient des as du camouflage, pas des guerriers. Et puis, comment arriverait-il à soulever une épée aussi lourde que lui? Heureusement, ses élèves avaient encore toute une année d'études avant de devenir officiellement écuyers. Il leur distribua des parchemins en dialecte étranger afin qu'ils les traduisent dans la langue d'Émeraude, qui deviendrait un jour la langue écrite de tous les peuples. Elund déambula entre les jeunes aspirants qui déroulaient les vieux parchemins avec beaucoup de révérence. Déjà, la fière Bridgesse s'affairait à transcrire sur un papyrus tout neuf les premiers mots qui s'étalaient devant elle. Que de promesses de cette belle enfant, blonde, originaire du royaume de Perles. Depuis son arrivée au château, elle excellait dans tout ce qu'elle entreprenait. Il était assuré qu'elle serait l'apprentie la plus dévouée de l'ordre. Il aperçut alors Hawk, assis devant le rouleau de vieux papier bruni, les yeux fixes, le cœur visiblement lourd d'inquiétude et de questions. Elund ramassa les pans de sa tunique et de sa cape et s'assit devant le jeune elfe. « Qu'y a-t-il, Hawk » demanda le magicien en arquant ses épais sourcils gris. « J'ai vu le feu dans le ciel, murmura-t-il pour que les autres ne l'entendent pas. Je n'étais pas très âgé quand mes parents m'ont emmené ici, mais je me souviens encore de ce que disaient les anciens au sujet du feu dans le ciel. » Autour de lui, certains des élèves s'étaient retournés pour l'écouter. Il n'avait pas vraiment besoin d'entendre sa voix pour comprendre ce qu'il disait, car il pouvait lire les pensées des uns des autres. Kevin, originaire du royaume de Zénor, se montrait tout particulièrement sensible aux émotions de ses condisciples. « Que disait-il » insista Elund, légèrement contrarié. Les chevaliers devaient se fier à leur instinct et à leur pouvoir magique, et non se laisser distraire par des superstitions qu'on continuait de répandre sur le continent. Qu'un grand malheur allait bientôt se produire. « Est-ce que tu as peur, Hawk ? Je sais que les chevaliers ne doivent jamais céder à la peur, maître Elund, mais c'est très difficile, parce que je ressens beaucoup de terreur ici, » fit l'enfant en posant la main sur son cœur. « Et cette terreur n'est pas la mienne. » « À qui est-elle alors ? Je l'ignore, mais je crains qu'elle n'appartienne à un grand nombre de personnes, peut-être même tout un peuple. » Cette fois, les élèves cessèrent de travailler pour se tourner vers le magicien. Elund ne voulait certes pas les effrayer, mais ils avaient été habitués à entendre et à dire la vérité. « Il est arrivé un grand malheur, n'est-ce pas, maître Elund » demanda Hawk. « Je l'ignore tout autant que toi, mon petit, soupira-t-il.
Mais il est vrai que le passage du feu dans le ciel a toujours précédé des événements tragiques. C'est pour cette raison que les chevaliers ont quitté le château ? Demanda Kevin en se tordant les mains d'appréhension. Non, assura le magicien. Sa Majesté leur a confié une mission. Alors ils le verront si quelque chose est arrivé ailleurs sur le continent, insista Nogate, originaire du royaume de Turquoise. Ils le verront. Il allait être bien difficile d'exiger de ses élèves qu'ils retrouvent leur concentration, car même s'ils étaient devenus des enfants d'émeraude, ils s'inquiétaient encore pour leur royaume de naissance. Mais Elrond n'avait pas vraiment le choix. Ses enfants étaient de futurs chevaliers. Ils ne pouvaient pas se laisser envahir par leurs émotions. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour aider le chevalier Wellan et ses compagnons, sinon poursuivre vos études pour pouvoir les seconder dans leur mission de paix sur Enkidiev. Et aujourd'hui, ces études comportent le décryptage de vieux documents. Le magicien se releva et contourna les tables de travail avec un air des plus sévères. Les élèves connaissaient bien cette expression. Ils retournèrent donc à leur parchemin, même Hawke, qui déroula le sien d'une main tremblante. « Je vais aller m'occuper des plus jeunes, déclara Elrond. À mon retour, je veux que vos traductions soient terminées. » Le magicien se dirigea vers les grandes portes, sous leurs regards accablés. Mais il savait qu'ils feraient ce qu'il leur avait demandé. Après tout, ils étaient de futurs chevaliers d'émeraude. De son côté, le roi avait calmé Kyra de la même façon qu'il avait réussi à la faire descendre de la fenêtre de la cuisine, grâce à un biberon de lait chaud. Elle s'y était accrochée comme un petit chat affamé, et il avait enfin pu la déposer sur son lit, la laissant sous la surveillance d'Armen. Émeraude Ier était allé changer sa tunique déchirée en se demandant si les autres parents du royaume se heurtaient aux mêmes difficultés avec leur progéniture. Armen resta quelques minutes au chevet de la petite et, constatant, attendrie, qu'elle s'endormait, lentement entêtant, elle s'affaira à ranger sa chambre en chantonnant, totalement absorbée par ses tâches domestiques. Dans la grande tour, le magicien pénétra dans une autre pièce circulaire, où se trouvaient ses plus jeunes élèves. La plupart avaient 6 ans, sauf Colville, originaire du royaume de Jade, qui n'en avait que 5, mais qui affichait une vive intelligence. À cet âge, il fallait surtout leur enseigner à maîtriser leurs nouveaux pouvoirs. C'est seulement plus tard qu'il pourrait leur inculquer les principes de l'ordre quant à leur utilisation. Les enfants formaient un cercle autour d'un grand bac à sable, et tous leurs yeux innocents se tournèrent vers lui. L'avenir du royaume, pensa Elrond en s'asseyant avec eux. Le premier exercice du matin s'avérait plutôt simple pour ces enfants surdoués. À tour de rôle, ils devaient utiliser la seule force de leur esprit pour fabriquer des formes dans le sable. La majorité recréait des objets qui leur avaient déjà été familiers dans leur vie, auprès de leur famille. Seule la jeune Ariane, originaire du royaume des fées, aimait matérialiser des fleurs. Elrond les regarda s'exécuter avec un sourire de satisfaction. Ils étaient encore plus doués et plus dociles que la classe qu'ils avaient précédée. C'est alors qu'il vit l'enfant mauve, se glissant dans la pièce sur la pointe des pieds, et un frisson d'horreur parcourut son dos. Mais que faisait-elle sans surveillance dans la tour ? Sans doute avait-elle été attirée par les babillages des enfants, ou bien était-ce un de ses sens inconnus qui l'avait guidée jusqu'à lui ? Le magicien l'observa en silence, curieux de voir ce qu'elle mijotait, prêt à intervenir avec sa magie si elle tentait d'assaillir un autre enfant. La Chaulienne, 2 fois plus petite que les élèves, se faufila entre eux et observa leur jeu dans le sable. Lorsque Penser, originaire du désert, laissa retomber son cactus en poussière, Kyra leva le bras et fit tourner les grains de sable en un tourbillon qui plut aussitôt au groupe. « Pas mal du tout !» pensa le magicien en espérant qu'elle ne préparait pas quelque tour diabolique. Le sable s'arrêta de tourner, et ses grains sculptèrent la forme monstrueuse d'un dragon, marchant sur ses 4 pattes, la gueule ouverte. Il siffla comme un serpent en direction des enfants, qui ouvrirent de grands yeux effrayés. Sur le dos du dragon se tenait une créature humanoïde aux yeux hideux, une longue lance à la main. « Kyra, nous ne voulons pas de ça ici !» l'avertit le magicien. « Chola !» dit la petite fille en posant ses yeux violets sur lui. Même si elle avait dirigé son attention vers Elrond, sa création maléfique continuait de tourner sur elle-même et d'effrayer les élèves. « Peur !» chuchota l'enfant mauve en recommençant à trembler. « Tu aurais bien moins peur si ton imagination n'inventait pas des monstres semblables, pauvre sotte. »« Peut-être y en a-t-il chez elle ?» intervint Étric. « Son royaume est couvert de neige, jeune homme, répondit le magicien.
Des dragons ne pourraient pas survivre à Shola. Shola, répéta Kira qui souhaitait désespérément qu'Elund comprenne ce qu'elle essayait de lui dire. D'autres personnes se matérialisaient dans le sable et se mirent à courir en tous sens, arrachant des cris de surprise aux élèves. Le dragon et son cavalier se lancèrent à leur poursuite et les massacrèrent. « Kira, en voilà assez !» tonna Elund. Tous les personnages de sable s'évanouirent d'un seul coup, et Kira recula en direction de la porte, heurtée par la colère de l'adulte qui se dressait comme une tour devant elle. « Les chevaliers sont des guerriers, qui ne se battent que quand c'est nécessaire, déclara Elund. Les jeux de guerre ne les amusent pas, et le meurtre de pauvres innocents non plus. Je ne tolérerai plus ce genre d'interférence durant mes classes. Est-ce bien clair ?» Kira ne comprenait pas les mots que le magicien employait, mais ses intentions étaient bien évidentes. Non seulement son message le laissait indifférent, mais elle avait même réussi à le mettre en colère. Personne dans ce château ne comprenait la gravité de ce qui venait de se produire à Shola. Elle tourna les talons et se sauva en courant. Elund rappela aussitôt ses élèves à l'ordre et les fit taire lorsqu'ils voulurent en savoir plus sur l'enfant mauve. Armen avait mis du temps à réaliser que sa jeune protégée n'était plus dans son lit. Après l'avoir cherchée partout dans la chambre, elle sonna l'alarme. Les serviteurs l'aidèrent dans ses recherches, mais Kira n'était nulle part. Le roi fut alors prévenu de sa disparition et mobilisa tout le personnel du château pour la retrouver. Emeraude Ier exigea que ses gens fouillent le moindre recoin. Et bientôt, une des servantes aperçut la princesse perchée sur une haute armoire au milieu du corridor. Le souverain et Armen furent tout de suite appelés sur les lieux. « Mais comment a-t-elle bien pu grimper jusque-là » s'étonna Emeraude. Armen et le roi tentèrent d'appâter l'enfant en agitant un biberon sous son nez, mais elle refusa obstinément de bouger. À bout d'arguments, le monarque ordonna à ses serviteurs d'aller lui chercher une échelle à l'écurie, afin qu'il puisse lui-même secourir Kira. « Vous n'y pensez pas, sire » protesta Armen. « Vous oubliez les dents pointues et les griffes acérées de cet enfant, fit-il. Croyez-vous vraiment que nous pouvons demander à une personne qu'elle ne connaît pas d'aller la chercher ? Dans ce cas, ce sera moi. » Dès que l'échelle fut placée contre l'armoire, la servante en grimpa prudemment les barreaux. Le spectacle qui l'attendait lui déchira le cœur. Recroquevillée sur elle-même et adossée contre le mur de pierre, Kira pleurait toutes les larmes de son corps. « Maman !» murmurait-elle en reconnaissant Armen. La servante agrippa la tunique humide de l'enfant et elle l'attira dans ses bras. Puis, elle redescendit prudemment l'échelle et se tourna vers le roi. « Je pense qu'elle vient de réaliser qu'elle a été définitivement séparée de sa mère, » s'attrista Armen. Et déjà un chapitre de terminé. Oui, j'ai envie de pleurer. En route pour Shola, le chapitre 4. Après avoir contourné la montagne de cristal, le pic le plus élevé d'Enkidiev, les chevaliers d'Émeraude pénétrèrent dans le royaume de Diamant, où Chloé avait vu le jour. Mais elle avait quitté son pays quand elle n'était encore qu'une enfant, et, tout comme ses frères d'armes, elle n'était jamais retournée parmi les siens. Depuis qu'ils étaient entrés dans la grande forêt de conifères, des odeurs familières assaillaient Chloé, mais elle ne se rappelait aucun souvenir à sa mémoire. Elle savait qu'elle était la Benjamine du roi Pali et de la reine Ella, mais même leur visage se perdait dans la brume de son esprit. Ses frères étaient désormais tous ces braves hommes qui portaient la cuirasse verte des chevaliers d'Émeraude. Elle avait grandi avec eux, et elle leur faisait aveuglément confiance. Tandis qu'elle chevauchait derrière eux, tenant distraitement par la longe l'un des chevaux porteurs de provisions, Chloé se surprit à penser à chacun de ses vaillants compagnons. En tête venait évidemment Wellan. Dès le début de son apprentissage au château d'Émeraude, il avait manifesté d'indiscutables qualités de chef. Il avait un esprit de stratège, comme son père, le roi Burge, et une carrure aussi imposante que la sienne. Les cheveux blonds foncés frôlant ses épaules, les yeux bleus d'un bleu perçant, Wellan était un géant parmi ses frères d'armes. Il maniait toutes les armes des chevaliers avec grâce et puissance. Il était rapidement devenu le héros de sa classe, et plus tard, de tous les élèves qui les épiaient du haut de la galerie pendant qu'ils mangeaient ou par les fenêtres du château lorsqu'ils pratiquaient les arts de la guerre pendant la grande cour.
Mais Wellan avait un côté sérieux, parfois très sombre. Rien ne le faisait rire, pas même les plaisanteries de Bergeau. Il érigeait constamment une barrière de glace entre le monde extérieur et lui-même, et c'était la première fois, lorsqu'il avait rencontré la reine de Chola, que Chloé avait vu une émotion illuminer son visage austère. Certes, Wellan était un taciturne, mais les chevaliers d'Émeraude n'auraient pu trouver meilleur chef. Derrière lui chevauchait Santo, originaire du royaume de Fal. Pas très grand, il affichait toutefois une force physique impressionnante lorsqu'il était obligé de se battre. Mais ce jeune homme aux cheveux noirs comme la nuit et aux yeux sombres avait surtout des qualités de négociateur. Particulièrement sensible à l'humeur et aux émotions des autres, il savait déchiffrer les méandres du cœur de ses semblables et trouver les bons mots pour les apaiser. Ses mains magiques y guérissaient tous les maux, et il ne pouvait supporter de voir un autre être souffrir. D'une sensibilité toute féminine, ses poèmes se faisaient doux et réconfortants. Il savait aussi jouer de la harpe et chanter. Venait ensuite Bergeau, fils d'un bandit du désert. Bien que ses origines ne le rendissent pas fier, il ne cherchait pas à les renier. Peu nombreux, les habitants du désert n'avaient pas autant de ressources que ceux des autres royaumes. Ils s'étaient presque tous réfugiés dans le sud pour échapper à la justice, menant ensuite une vie honnête, bien que remplie de dangers et de difficultés, mais qui valait d'échapper au cachot. Le père de Bergeau avait remis son fils entre les mains d'Émeraude Ier pour le sauver de la faim et de la misère, et aussi pour avoir la satisfaction de savoir qu'un de ses descendants vivrait de façon honorable. Fort et musclé, Bergeau se servait rarement de sa force contre les autres. Il préférait l'utiliser pour donner un coup de main aux paysans ou à l'entourage du roi, lorsque certains travaux l'exigeaient. Il pouvait soulever un chariot sans aide, pendant qu'on en changeait les roues ou transportait des pierres aussi lourdes que lui. Prompt, il disait tout ce qu'il pensait, mais il ne se montrait jamais méchant. Lorsqu'il explosait, c'était surtout pour protéger un de ses frères d'armes. Il avait gardé de son enfance une peau tannée, en permanence. Il avait les cheveux bruns, les yeux mordorés, et un sourire flottait continuellement sur ses lèvres, sauf s'il sentait qu'une menace planait sur ses compagnons. Il avait une endurance incroyable, et Wellan n'hésiterait pas à lui confier sa vie lors d'un combat, car il irait jusqu'au bout de ses forces. Falcon, lui, avait vu le jour au royaume de Turquoise, où les superstitions se comptaient en grand nombre. Depuis son berceau jusqu'à son arrivée au château d'Émeraude, il avait baigné dans les contes fantastiques de vieilles gens de son pays. Le royaume de Turquoise était lové dans une profonde vallée au sud de la montagne de cristal. Ses habitants avaient choisi de ne pas défricher les grandes forêts et d'établir leur culture sur les différents plateaux le long de la rivière Wauki. Ils n'avaient pas non plus de château, car le sol de rocher aux attributs magiques ne s'y prêtait guère. Leur roi habitait donc une simple chaumière comme ses sujets. Ceux-ci vivaient en accord avec la nature, mais ils se barricadaient dans leur maison dès le coucher du soleil, afin d'échapper aux bêtes mythiques qu'ils n'avaient jamais vues, mais dont leurs ancêtres racontaient les méfaits depuis toujours. Pas très grand, Falcon était mince et agile. Il portait ses cheveux noirs très courts, et on pouvait presque se noyer dans les yeux bleus. Même s'il avait grandi dans le château d'Émeraude, et en dépit de son entraînement, il craignait toujours l'obscurité, et n'acceptait de l'affronter qu'en compagnie de ses frères d'armes. Doux et romantique, il savait qu'il se marierait un jour, et qu'il donnerait à l'ordre de nombreux enfants, car il comprenait l'importance des chevaliers d'Émeraude dans le maintien de la justice et de l'harmonie sur Enkiliev. Guerrier aux réflexes rapides, Falcon utilisait surtout la surprise pour vaincre ses adversaires. Même Wellan le craignait en combat singulier. Fils du roi Wyler et de la reine Stella, Dempsey avait vu le jour au royaume de Beryl, niché sur les hauts plateaux entre la vallée du royaume de Turquoise et l'immense forêt interdite. Bien bâti et large d'épaules, ses cheveux blonds comme les blés recouvraient à peine ses oreilles, et ses yeux céruléens témoignaient d'une grande prudence. En effet, l'air plus rare, les pluies moins abondantes et le terrain accidenté de Beryl incitaient ses habitants à ne courir aucun risque inutile et à exploiter leurs ressources au maximum. Dès son plus jeune âge, Dempsey avait été contraint de participer aux travaux d'irrigation qui garantissaient des récoltes à son peuple, et il avait rapidement compris la fragilité de la vie humaine. Tout comme Wellan, il ne s'amusait pas souvent, et tendait à ne voir que le côté pratique d'un exercice ou d'une mission. De tous les chevaliers, il savait le mieux tempérer les autres,
et on pouvait compter sur lui pour interpréter les messages de la Terre. Le plus jeune des chevaliers d'émeraude, et aussi le plus intense, Jason, était né dans un village du royaume de Perles. Bébé, il avait attiré l'attention de sa famille par ses dons de télékinésie. Dès le berceau, il avait affiché de surprenantes aptitudes à déplacer les objets par sa seule volonté. Lorsqu'il avait commencé à user de cet inquiétant pouvoir aux dépens de ses congénères, son père avait décidé de l'emmener au château d'émeraude pour que ses dons servent plutôt au bien de tous. Jason avait gardé de ses jeunes années une propension à s'amuser, et Wellan devait parfois le rappeler à l'ordre, l'humour, selon lui, n'ayant pas sa place dans les missions qu'on leur confierait. Tout comme Wellan, il portait les cheveux blonds, foncés, sur les épaules. Mais il refusait de les attacher, afin de se sentir plus libre. Ses yeux verts étincelaient de plaisir, car il aimait profondément la vie. Mince et élancé, Jason n'était pas un puissant combattant, et le sachant, il se fiait davantage à sa faculté de désarmer ses adversaires grâce à ses puissants pouvoirs de lévitation. Wellan ne cessait de le lui répéter qu'il ne lui serait d'aucun secours s'il devait affronter toute une armée. Mais le jeune chevalier haussait les épaules. Il voyait dans l'ordre une force symbolique, dont l'existence seule suffirait à désamorcer les intentions belliqueuses des royaumes d'argent ou de Chola, le cas échéant. Chloé, quant à elle, provenait d'un pays qui n'était en somme qu'une colonie du royaume d'émeraude, établie de l'autre côté de la montagne de cristal. Mince mais vigoureuse, Chloé portait ses cheveux blonds assez courts, et ses yeux d'un bleu très clair semblaient parfois transparents. Elle représentait le principe féminin qui conférait à leur groupe son précieux équilibre. Bien que capable de manier l'épée aussi habilement que ses frères d'armes, son premier réflexe n'était pas l'agression. Sa nature féminine la poussait à tenter de comprendre une situation avant de s'y engager. Même si Wellan ne le disait pas ouvertement, il appréciait ses conseils, lesquels projetaient un éclairage différent sur tous les problèmes. Les chevaliers d'émeraude longèrent la rivière Tikopia, qui serpentait paresseusement au pied de la montagne et qui grimpait vers le nord. Déjà, ils pouvaient apercevoir les pics enneigés du royaume de Chola entre les branches touffues des arbres. Mais ils se trouvaient encore trop loin pour en distinguer les fortifications. « Où nous arrêterons-nous pour la nuit ?» demanda Dempsey d'une voix suffisamment forte pour que toute la colonie l'entende. Toute la colonne, pardon. « Nous pourrions rallier le château de Diamant avant la tombée de la nuit, » répondit calmement Wellan. « À moins que Chloé ne désire pas s'y arrêter. »« Tu as peur que ses parents essaient de la reprendre ?» la taquina Jason. « Que ferais-tu si ta fille était devenue une aussi belle femme ?» répliqua Bergeau en haussant les épaules. « Moi, je lui trouverais un bon parti, » répondit Santo. « Avez-vous fini de dire des bêtises ?» intervint Chloé en secouant la tête. « La décision finale t'appartient, Chloé, » fit Wellan. « Je n'ai nul besoin de m'arrêter au château de Diamant, bien que ses habitants seraient sans doute heureux de voir les chevaliers d'émeraude. Et je crois que nous perdrions moins de temps en dormant dans la forêt. » Ils continuèrent d'avancer en silence, pendant que Wellan réfléchissait à la situation. Un arrêt au château de Diamant s'avérait sans doute une bonne décision politique, mais ils seraient obligés d'assister à toutes sortes de cérémonies préparées à la hâte, par leur hôte en leur honneur, ce qui retarderait certainement leur marche vers Chola. « Nous dormirons dans la forêt, décida-t-il. Mais demain, nous emprunterons la route du château pour que le peuple puisse nous voir. » Comme toutes les décisions de Wellan étaient sans appel, personne ne répliqua. Ils continuèrent de longer la rivière jusqu'au coucher du soleil. En voyant lentement disparaître la lumière du jour, Falcon commença à manifester des signes de nervosité. Wellan les fit donc arrêter dans une clairière, ce qui leur permettrait d'apercevoir facilement quiconque s'approcherait de leur campement. Ils ne s'attendaient pas à rencontrer des forces hostiles au royaume de Diamant, mais la présence de chasseurs dans ces forêts représentait un danger potentiel. Ils s'occupèrent donc d'abord des chevaux, puis Dempsey alluma un feu. Santo et Chloé allèrent chercher des branches supplémentaires pour l'alimenter pendant la nuit, pendant que Falcon préparait un potage. Des flammes brillantes réconfortèrent immédiatement son âme superstitieuse. Lorsqu'ils furent tous assis autour du feu et rassasiés, Jason insista pour que Wellan leur parle des tout premiers chevaliers d'émeraude, ceux qui les avaient précédés de plusieurs centaines d'années. Ils ont été rassemblés à l'époque de la 9e dynastie d'émeraude, tandis que le continent était pris d'assaut par une race d'étranges démons, commença Wellan en pelant une pomme. Falcon resserra sa cape sur ses épaules en frissonnant d'horreur. Ces histoires de créatures étranges rappelaient toujours à son esprit les légendes du royaume de Turquoise.
Les paysans en avaient bien trop peur pour les combattre eux-mêmes. Alors le roi Jab d'Émeraude demanda au magicien de cristal de donner à ses meilleurs soldats des pouvoirs qui lui permettraient de vaincre ces démons. Ainsi naquirent les premiers chevaliers d'Émeraude. Ils prirent la tête des armées de tous les royaumes et repoussèrent l'ennemi jusqu'à la mer. Mais d'où venaient ces démons ? Demanda Falcon, dont on ne voyait plus les yeux sous la cape. Il existe de nombreux continents de l'autre côté de la mer, et les légendes racontent que les démons peuplent l'un d'eux. Leur monde est divisé en royaumes, tout comme le nôtre. Mais au lieu de faire travailler les paysans pour nourrir le peuple, ils les mangent. Falcon disparut complètement sous sa cape, et ils éclatèrent tous de rire, sauf Wellan, qui se contenta d'esquisser un sourire. « À quoi ressemblent ces créatures » demanda Jason, ses grands yeux verts brillant de curiosité. « J'ai lu dans un vieux livre qu'ils avaient une forme humaine, mais la carapace noire et luisante des insectes, » fit très sérieusement Wellan. « Leurs yeux sont aussi gros que cette pomme, et remplis de flammes. Leurs mâchoires... »« Pitié !» s'écria Falcon en émergeant de sa cape. « Ces démons ont été vaincus, Falcon, soupira Dempsey. Ils ne viendront pas te chatouiller les orteils dans ton sommeil. Et nous ignorons si les anciens n'ont pas exagéré les caractéristiques, ajouta Chloé. Tu sais très bien que ceux qui décrivent les batailles sur les parchemins sont rarement ceux qui y ont participé. Mais cela ne rassura nullement Falcon, qui avait posé des yeux suppliants sur Wellan, qui, lui, continuait de mastiquer tranquillement son fruit. Ce sont des histoires anciennes, fit-il finalement. Elles nous rappellent qu'un ennemi peut surgir de la mer à tout moment, et que nous devons être prêts à l'affronter. En attendant, les nobles chevaliers d'Émeraude ne servent qu'à aller porter des messages entre les royaumes, ricana Jason. Wellan l'incendia du regard. S'il était vrai qu'ils n'étaient pas encore passés à l'action, cela ne signifiait pas qu'ils avaient subi inutilement tout cet entraînement. Si Elund avait conseillé à Émeraude Ier de faire revivre cet ancien ordre de chevalerie, c'est qu'il avait perçu un danger dans les étoiles. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi les premiers chevaliers d'Émeraude ont disparu, insista Bergeau. Ils ont été consumés par leur orgueil, répondit Wellan, qui leur lançait en même temps un avertissement. Ils le regardèrent fixement en attendant la suite. Wellan promena ses yeux glacés sur ses compagnons d'armes, puis il jeta sa pomme derrière lui et pencha légèrement la tête. Les premiers chevaliers n'ont pas comme nous grandi avec leur pouvoir magique, fit-il en fronçant les sourcils. Ils étaient déjà des hommes matures lorsque le magicien de cristal les leur a attribués. Ils ont utilisé pendant les combats pour anéantir leurs ennemis tout en protégeant leur propre vie. Mais une fois la guerre terminée, lorsqu'ils sont rentrés dans leur royaume, ils se sont vite rendus compte qu'ils avaient un avantage sur les autres hommes, et ils ont essayé d'en profiter. « Et qu'a fait le magicien de cristal » demanda Falcon. Avant qu'ils puissent s'en mêler, ils avaient déjà commencé à s'entretuer. Au lieu de continuer de se servir de leurs dons merveilleux pour aider leurs semblables, ils ont tenté d'asseoir leur pouvoir sur leurs frères d'armes. L'un d'eux a même tenté de renverser le roi Jab et de devenir le monarque d'Émeraude. Combien restait-il de chevaliers lorsque le magicien de cristal s'est décidé à intervenir demanda Chloé. Un peu moins de 1000. Il a dû en éliminer une grande partie et enlever leur pouvoir aux autres. Mais l'un d'eux avait déjà disparu. Il s'appelait Onyx. Nous ne savons plus très bien s'il était originaire ou non du royaume d'Émeraude. Nous savons seulement qu'il était un homme puissant et très rusé. Il n'a jamais été retrouvé demanda Falcon d'une voix faible. Et alors intervint Bergeau en haussant les épaules. Tout ceci s'est produit il y a des centaines d'années. Il est mort et enterré, et ses mauvaises intentions avec lui. Bergeau a raison, approuva Chloé, pour rassurer Falcon. Il est tard, mes frères, conclut Wellan en déroulant sa couverture. Ils l'imitèrent, et bientôt, ils furent tous allongés sur le sol autour du feu. Seul Falcon mit du temps à s'endormir, l'esprit envahi d'images horribles, de démons dévorant des hommes. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. On reprendra mercredi. Donc mercredi, on reprend avec le tome 5. Faut que je me reprenne un marque-page. Hop. Et voilà, marque-page. Improvisé. Petit post-it. Donc, 5 chapitres pour aujourd'hui. C'est pas mal. Bon, faut dire que c'est écrit un peu gros, mais du coup, ça fait un sacré nombre de pages.
Et ouais, quand même. Hein. Ah non, 4 chapitres, pardon. Le 5e chapitre, il commence à la page 75 quand même. On a bien avancé. Bon, du coup, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de revenir. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous voulez signaler certaines choses, donner des conseils, faire des critiques, positives ou négatives du moment qu'elles sont constructives. Je suis preneuse. Et puis je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous donne rendez-vous à mercredi prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas la pub. Salut, salut!